Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir et d'avoir répondu aussi massivement à notre appel. En effet, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Taubira, la garde des Sceaux. Madame la ministre, Madame la ministre, c'est un réel honneur que vous nous faites en ayant accepté notre invitation et en venant débattre avec nous ce soir. Dauphine Discussion Débat s'attache depuis plus de 10 ans déjà à proposer aux étudiants des rencontres avec des personnalités politiques et publiques de tous bords. Il est d'usage à DDD de procéder dans un premier temps à une présentation de l'invité. Celle-ci sera effectuée aujourd'hui par Hippolyte, membre de l'association. Mais avant cela, je vais laisser la parole à Laurent Bach, président de l'université. Madame la ministre, Madame la ministre, merci d'être parmi nous ce soir et bienvenue à Dauphine. Bien, Madame la ministre, vous êtes ici à l'invitation d'une association étudiante et donc je me dois de m'éclipser rapidement. Je voulais simplement vous dire que d'abord remercier les étudiants, les féliciter de cette initiative. Ils ont un talent tout particulier pour inviter les dirigeants politiques et économiques de ce pays. Je pense que bientôt le Conseil des ministres devrait se tenir à Dauphine, si j'en crois le nombre des responsables qui viennent s'exprimer ici. Vous avez une audience très considérable, alors c'est peut-être pas très adroit de faire des comparaisons, mais enfin quand même celle-ci n'est pas désobligeante. Je crois que la dernière fois que DDD a réuni autant de monde, c'était en début d'année pour le président Giscard d'Estaing. Vous voyez que vous n'êtes pas en mauvaise compagnie. S'il m'est permis de dire juste un mot personnel, ce sera simplement pour dire que je suis de ceux, mais ils sont nombreux, et vous avez compris que l'assistance y est sensible, qui ont été et qui sont profondément choqués de la manière dont vous avez pu être la cible, non pas à raison de ce que vous faites, et qui peut appeler des critiques nombreuses, je pense que vous en entendrez ici, mais à raison de qui vous êtes. Alors je veux vous dire que vous êtes ici dans un lieu de respect et de tolérance. Madame la ministre, bienvenue à Paris-Dauphine. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame la garde des Sceaux. Tout d'abord, je voudrais au nom de toute l'association de Dauphine Débat vous remercier d'être avec nous ce soir, ainsi que le public qui est encore une fois présent. Aujourd'hui, après avoir exercé depuis plus de 2 ans et demi la fonction de ministre de la Justice, vous avez pu vous attaquer à de nombreux enjeux sociétaux. Le mariage pour tous, le système carcéral, la GPA et plus récemment la montée des extrémismes politiques. Ces batailles que vous avez livrées et pour lesquelles vous combattez encore s'inscrivent dans de vifs débats et sont source de nombreuses controverses. C'est avec honneur et plaisir que nous partageons ce moment avec vous. Il est effectivement d'usage chez DDD de présenter brièvement nos invités. Nous ne dérogerons pas à la règle ce soir et vous aurez tout loisir de vous exprimer suite à cette introduction. Comment pourrait-on présenter si brièvement la femme politique que vous êtes aujourd'hui ? Il m'a semblé que Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, résumait bien la situation. Je cite. « Il y a une reconnaissance de ce qu'elle représente, son parcours, son profil, ses origines. On me dit Simone Veil, Badinter et elle. Elle est dans le top 10. Madame Taubira, vous êtes, selon les habitués de l'hémicycle, une véritable rockstar chez les députés du PS. En effet, depuis l'ouverture des débats concernant le mariage pour tous, la GPA ou bien encore l'adoption de la loi pour la réforme pénale, vous avez su vous battre pour vos idéaux et ce avec ferveur et énergie. De plus, vos talents d'oratrice ont su faire leurs preuves à plusieurs reprises, comme lors de votre discours inaugural sur le mariage pour tous, où vous aviez reçu une standing ovation à l'Assemblée. Je pourrais aussi citer un député UMP à l'occasion d'une interruption de séance. Je ne suis d'accord en rien, mais c'était un très beau discours. En effet, si votre éloquence a su convaincre vos adversaires, ceux-ci sont plus sceptiques quant à votre politique et vos idées. Dès vos débuts en tant que garde des Sceaux, vous avez attisé les critiques de l'opposition. Quand on vous accuse d'être un tract ambulant du FN, vous répondez « Je trouverais ça pitoyable si j'avais de la pitié à gaspiller ». Par ailleurs, on vous a souvent reproché votre maladresse médiatique et votre style trop peu diplomate, ainsi que votre politique qualifiée de laxiste, parfois même par certains membres de votre camp. À présent, le bon sens voudrait que l'on expose votre parcours politique, dont la richesse ne peut être contestée. Après avoir grandi en Guyane, vous finissez vos études en métropole et obtenez un diplôme en sciences économiques, ainsi qu'en agroalimentaire et en ethnologie afro-américaine. Vous revenez cependant à Cayenne, votre ville natale, préoccupé par la situation politique guyanaise.
et devenez militante d'indépendantistes. Votre carrière politique commence à proprement parler en 1993, lorsque vous fondez le parti Walwari et êtes élu député pendant la même année. Réélu en 1997, vous effectuez en parallèle un mandat en tant que députée européenne, de 1994 à 1999. Le fait d'armes politique qui vous permet de gagner réellement en notoriété sur la scène nationale est l'adoption, en 2001, d'une loi portant votre nom, qui reconnaît la traite et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Ainsi, vous profitez en 2002 de ce gain de popularité pour vous présenter à la législature suprême et devenez, sous les couleurs du Parti radical de gauche, la première femme d'outre-mer candidate à la présidence. Enfin, au lendemain de l'élection de François Hollande, vous êtes propulsé numéro 4 du gouvernement et occupez depuis le poste de garde des Sceaux. Avant de conclure cette présentation, il m'a semblé indispensable de citer votre essai paru en 2012, « Mes météores, combat politique au long cours ». Vous aviez ironisé « Femmes, noires, pauvres, quel fabuleux capital, tous les défis à relever ». À 63 ans aujourd'hui, force est de constater que ces défis sont couronnés de succès et que malgré les insultes racistes dont vous avez pu être la victime, vous avez su vous faire ambassadrice de l'égalité. Pour finir, vous avez récemment su nous faire rire sur le net en nous présentant une pratique féminine créole qui semble vous être chère, le chip. J'espère... Attendez. J'espère que vous n'aurez pas l'envie d'en lester mes camarades chargés d'alimenter le débat et à qui je vais laisser maintenant la parole. Bonne soirée et bon débat à tous. Bonsoir Madame la Ministre. Permettez-moi de nous présenter, Tom Michon et ma camarade Lorena Leboeuf. Vous déclariez sur un plateau télé récemment que vous faisiez peu de sorties médiatiques en raison, je cite, d'un manque de temps pour expliquer l'action du ministère de la Justice, les orientations choisies et leur portée dans la société. J'espère donc ce soir que vous aurez la possibilité de vous exprimer clairement sur le fond parmi nous. Nous aborderons dans un premier temps la justice avec un grand J de manière très large, notamment les réformes sur le milieu carcéral et la réforme pénale. Pour évoquer dans un second temps le terrorisme et sa prise en charge par votre ministère, comment lutter contre. Et dans une troisième partie, brièvement, quelques questions sociétales comme le mariage pour tous. Premier thème, donc très sensible, les prisons françaises sont encore et toujours vivement critiquées. En 2012 déjà, le site My Europe titrait « Prison, la France et la honte de l'Europe ». Violation grave des droits fondamentaux, manquement aux soins pour une personne handicapée. La France est fréquemment condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, pour illustrer cet exemple, j'ai appris récemment qu'un ami d'enfance qui avait commis un délit, à savoir il avait roulé ivre, donc en voiture. Pour cela, il a dû passer par la case prison. Malheureusement, au cours de sa détention, il a subi des viols à répétition. Je souhaitais le dire car on entend généralement peu dans les médias ce genre d'exemple. Et ce sont donc, je pense, des exemples concrets qui pourront montrer que certains jeunes qui rentrent en prison, qui ont certes commis des délits très graves, il aurait pu tuer quelqu'un, mais qui ressortent détruits de ce passage en prison. Ma question est simple. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre à ce sujet sur la surpopulation carcérale et les violences qui en découlent ? Vous vous étiez exprimé contre un numerus clausus, donc quelle alternative proposez-vous et pour quand ? Merci à tous les deux. Nous allons passer un moment ensemble. Merci à vous tous pour votre présence. Pardon pour les quelques minutes d'attente que je vous ai imposées, mais je revenais d'une réunion sur un sujet d'ailleurs qui vous intéressera très probablement, puisque je vois bien votre tropisme très très porté sur les questions de justice, mais vraiment aussi dans leur technicité, puisque cette réunion portait sur la question de la prescription. Vous savez que nous avons un relatif désordre dans notre droit sur les questions de prescription, aussi bien en matière de délai, la prescription qui concerne la poursuite, la prescription qui concerne la peine, mais aussi en matière de
différentes catégories de délits, de contraventions, de délits et de crimes. Donc c'est un sujet très, très compliqué, mais extrêmement important pour le sens que l'on donne à la justice et à la possibilité, à la fois pour une victime et pour l'action publique, de pouvoir intervenir sur un acte transgressif qui a été commis. Merci à Hippolyte pour ces mots d'accueil. Sur les questions que vous me posez, avec assorti de ce témoignage. Alors, la réforme pénale vise à donner un sens à la peine. Une société ne peut pas se concevoir sans règles, et c'est le propre de la démocratie, d'avoir des règles. Nous avons un droit continental, c'est-à-dire que nous avons des codes où les règles sont énoncées, elles sont écrites, donc elles sont prévisibles, et les transgressions à ces règles sont aussi prévues. Ce droit continental donc, nous permet de faire société dans la mesure où il indique très clairement les conditions dans lesquelles nous pouvons vivre ensemble sans difficulté. S'il y a des difficultés, il y a des réponses qui sont prévues et organisées. Nous avons un code pénal très sévère. L'échelle des peines est lourde dans notre code pénal, c'est un des plus sévères d'Europe. Mais surtout, nous avons eu ces dernières années des habitudes qui ont conduit d'abord à durcir le code pénal, mais aussi à durcir le code de procédure pénale. Et qui n'ont pas donné de résultat si on cherche à aboutir à quelque chose. S'il s'agit simplement de montrer qu'on est sévère et méchant, évidemment, n'importe qui peut l'être, on n'a pas besoin de l'État pour cela. On n'a pas besoin d'une puissance publique. La puissance publique, elle doit veiller au respect des règles et à la sanction à la bonne mesure. La méchanceté, c'est l'affaire entre des individus. Ce n'est pas recommandé, mais c'est l'affaire entre des individus. Donc nous avons un code pénal sévère et nous avons un code de procédure pénale qui a été alourdi ces 10 dernières années, puisqu'en 10 ans, les 2 précédents quinquennats ont donné lieu à une centaine de modifications du code pénal et du code de procédure pénale, donc 67 dans le code pénal, 33 dans le code de procédure pénale. Et le résultat, ça a été cette surpopulation carcérale, parce que des actes qui jusque-là relevaient de contraventions sont devenus des délits, ont donc permis des décisions d'incarcération. Il y a eu une aggravation des sanctions et il y a eu une montée moyenne de la durée d'incarcération. Tout ça, c'est l'effet combiné des modifications que je viens d'indiquer, mais aussi des peines planchées, d'automatismes qui ont été introduits et d'un discours très, très offensif sur la sanction. Sauf que la sanction, elle doit avoir un sens. Elle doit avoir un sens. Si nous avons un code, si nous avons des règles, si nous disons si vous transgressez ces règles, voilà ce que vous risquez, cela veut dire que nous vivons ensemble et pour permettre cette vie ensemble, voilà les dispositions que nous avons prises. Or, ces aggravations du code pénal et du code de procédure pénale ont donné des résultats qui prouvent qu'on a complètement perdu de sens, de vue le sens de la sanction. Il y a effectivement des actes qui méritent une sanction, la sanction n'étant pas forcément l'incarcération. Et que l'incarcération peut aggraver au contraire la situation, même sans subir de violence. Il y a effectivement des violences à l'intérieur de nos établissements et lorsque nous en avons connaissance, la justice est saisie. Mais même sans subir de violence, il y a dans l'incarcération elle-même une situation qui conduit à aggraver la situation, le parcours des personnes. Et c'est pour ça que dans la réforme pénale que j'ai présentée, qui a été adoptée en août, le 15 août 2014, enfin promulguée le 15 août 2014, il y a la création d'une peine nouvelle, qui est la contrainte pénale, qui est une peine qui s'exécute en milieu ouvert, c'est-à-dire sans incarcération. C'est quand même une peine, elle est sévère dans la mesure où il y a des contraintes, et un contrôle du respect de ces contraintes. Donc il y a des obligations, il y a des interdictions, mais en même temps, elle est plus adaptée à toute une série de situations. Par exemple, effectivement, une personne qui conduit sans assurance et qui ne fait pas de dégâts, mais c'est quand même une infraction. Une personne qui conduit sans permis de conduire. Et on voit que souvent, parce que j'ai regardé de près les statistiques, souvent les jeunes conduisent sans permis de conduire. Parfois, ils conduisent pour aller travailler parce qu'ils ont trouvé un emploi, mais ils n'avaient pas eu les moyens de se payer les cours de permis de conduire. Donc, ils se retrouvent dans des situations d'infraction sans gravité parce qu'il n'y a pas de victime, heureusement, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quand même un risque de victime, vous le disiez d'ailleurs, et qui ont une vie professionnelle et sociale. Or, l'incarcération va casser tout cela. Donc, c'est mieux une contrainte pénale dans ces cas-là,
mais c'est au magistrat d'en juger, c'est mieux une contrainte pénale dans la mesure où sa vie professionnelle se poursuit, sa vie sociale n'est pas interrompue, il n'y a pas de rupture forcément dans ses relations familiales, et en même temps, si c'est un problème d'addiction à l'alcool, parmi les sanctions, on l'oblige à suivre une cure de désintoxication, à subir des contrôles, à faire vérifier régulièrement l'évolution de sa situation. Et par conséquent, on aide davantage la personne à sortir de sa difficulté et à réinsérer la société, qu'en l'occurrence, elle n'a pas quitté. Et c'est plus efficace. Parce que quand je disais quel est le but de la peine, quel est le sens de la peine, le sens de la peine, c'est de punir la personne, mais de veiller à ce que cette punition soit comprise par la victime, qu'elle relève de la logique de la société et qu'elle soit comprise par l'auteur. Et comprise par l'auteur, qu'elle conduise à éviter la récidive. Or, la sévérité absurde, illogique, irrationnelle qui a été introduite pendant 10 années a abouti statistiquement à une multiplication par 3 de la récidive. Donc ce que nous voulons, c'est qu'au contraire, les personnes sortent de ce parcours-là. Lorsqu'il faut une incarcération, la juridiction prononcera une incarcération. Mais lorsque la meilleure solution, c'est la contrainte pénale, la juridiction a dorénavant la possibilité de dire « je vous sanctionne, mais vous allez exécuter votre peine en milieu ouvert ». Nous reviendrons dans quelques temps, peu de temps, sur la réforme pénale, justement. Juste une dernière petite question sur la surpopulation carcérale. On sait qu'une des raisons de cette surpopulation est la condamnation pour consommation et vente de drogue. 15% actuellement des personnes emprisonnées le sont pour cette raison. La loi prévoit jusqu'à 1 an d'emprisonnement ou 3 750 € pour consommation seulement de cannabis. Une loi qui pourrait mettre à peu près d'amphithéâtre en prison. Les 3/4 de ça. Donc, une loi qui pourrait mettre tant de personnes en prison, est-elle une bonne loi? Et ne faut-il pas revoir de fond en comble la guerre contre la drogue, surtout face à ce constat de surpopulation carcérale et des violences qui en découlent? Alors, sur la surpopulation carcérale, d'abord, 42% des motifs d'incarcération sont liés au délit routier. Sur la consommation de drogue. Sur la consommation, alors normalement, il n'y a pas de peine d'incarcération prononcée sur la consommation. Le sujet, c'est la quantité que détient la personne, puisque à partir d'une certaine quantité, on considère que ce n'est pas seulement pour sa consommation, mais qu'il y a présomption de commerce, de trafic, donc, et que là, ça tombe sous le coup, effectivement, de la sanction du trafic de drogue. Je fais une parenthèse sur la drogue. Pour ma part, alors j'entends que 40% des jeunes y ont touché ou en consomment régulièrement. C'est un sujet que je ne prends pas à la légère. J'entends les revendications de jeunes. J'ai été candidate aux élections présidentielles à l'élection présidentielle en 2002. Je n'ai pas profité d'une notoriété parce que c'est une aventure complètement inattendue que j'ai conduite. Mais pendant cette campagne, la question a été posée. Je me souviens n'avoir pas fait entendre très clairement parce que soit les gens demandaient une dépénalisation ou une légalisation et ils n'entendaient pas les réponses de nuance, soit les gens disaient c'est scandaleux, il faut punir, il faut tous les mettre en tôle, et ils n'entendaient pas non plus les réponses de nuance. Bon. Je pense que maintenant la société est peut-être un peu en capacité d'entendre une réponse de nuance, encore que je sois très surprise des difficultés avec lesquelles on puisse débattre de ce sujet-là. Alors que si effectivement 40% des jeunes, donc pré-ados, j'espère que non, ados et jeunes adultes y touchent, ça veut dire que c'est un sujet de société. Et on ne peut pas ne pas traiter les sujets de société. Il faut avoir le courage de les traiter. Alors peut-être qu'on ne prendra pas les meilleures décisions, mais il faut traiter le sujet, il faut l'explorer. Et il y a dans ce pays suffisamment de personnes qui connaissent des sujets à fond pour qu'on dispose des expertises nécessaires pour savoir comment traiter un sujet. Donc moi, ma surprise, ce qui m'ébahit vraiment, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de débat public sur ce sujet. Je ne le prends pas à la légère. Pourquoi? Moi, je viens de Guyane, vous l'avez dit,
la Guyane se trouve sur le chemin des cartels de drogue. On est sur le chemin de la Colombie, c'est-à-dire qu'il faut survoler la Guyane ou bien passer par voie de surface, comme on dit, entre des pays comme la Colombie, par exemple, et l'Europe, et les États-Unis d'abord, et l'Europe. Moi, j'ai vu les dégâts de la drogue. Et j'ai beaucoup lu, lorsque j'étais députée, je m'intéressais à ces sujets-là. J'ai beaucoup lu, y compris des ouvrages scientifiques. Et j'ai trouvé des ouvrages scientifiques qui expliquent et qui démontrent qu'on ne passe pas des drogues douces aux drogues dures. Et j'en ai trouvé pratiquement autant qui affirment qu'il y a une accoutumance et qu'on passe forcément des drogues douces aux drogues dures. Donc, moi, j'entends les demandes, notamment de jeunes, qui consistent à dire « mais légaliser ça, ça ne fait pas de tort ». Si on a la certitude que ça ne fait pas de tort, mais le tabac fait du tort aussi et il est légal. Mais voilà, donc moi je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un débat. Pour ma part, j'estime ne pas avoir l'expertise nécessaire pour dire s'il faut légaliser ou non, si c'est sans danger ou non. Moi, je ne peux pas prendre de risques sur la santé de la jeunesse au motif que ça peut faire très up-to-date d'être pour la légalisation. En même temps, on ne peut pas ignorer le problème. Donc, quelle réponse on apporte? On voit bien que la réponse prohibitionniste absolue n'a pas d'effet et comporte des risques, comme vous dites, des risques d'incarcération pour un jeune qui a le double de sa consommation dans sa poche plutôt que d'avoir juste sa consommation. Donc voilà, moi voilà ce que je dis. C'est pas directement lié à la surpopulation carcérale parce que ça n'est pas le gros contingent des détenus, mais c'est un sujet de société. Il nous faut avoir le courage moral et politique de l'aborder correctement. Je vais revenir très brièvement sur la réforme pénale dont vous parliez tout à l'heure. La création justement et la mise en place de cette contrainte pénale est une des mesures phares. Cette nouvelle peine semble toutefois assez proche de la notion de sursis avec mise à l'épreuve. Et moi qui n'ai pas des connaissances juridiques très poussées, je pense que c'est le cas pour cet amphithéâtre également, ou une partie en tout cas. Voilà, je me suis prise à confondre un petit peu ces deux notions qui semblent très proches et je voulais savoir comment vous défendiez cette nouvelle réforme, cette nouvelle peine comme un réel changement. Alors déjà, il faut savoir que le sursis avec mise à l'épreuve est une alternative à l'incarcération. C'est-à-dire que la juridiction va prononcer un sursis avec mise à l'épreuve plutôt que de prononcer une incarcération, mais comme l'indique le sursis, avec le risque, en cas de non-respect, d'une incarcération. La contrainte pénale n'est pas une alternative à l'incarcération, c'est une peine en soi. C'est une peine en tant que telle qui s'exécute en milieu ouvert. Il y a des pays, ça fait plus de 20 ans qu'il y a ce qu'on appelle la peine de probation. Il y a des pays donc, sur lesquels on a du recul sur l'efficacité de la contrainte pénale. Il y a des pays qui n'ont mis aucun lien entre la contrainte pénale et l'incarcération. Nous avons maintenu un lien parce qu'en termes de réceptivité dans la société, nous nous sommes rendus compte qu'il était difficile d'admettre que la contrainte pénale soit complètement dégagée de toute incarcération, c'est-à-dire qu'en cas de non-respect de la contrainte pénale, parce que c'est ça l'incarcération en fait, elle intervient s'il y a non-respect de la contrainte pénale. Cependant, nous permettons que le juge examine la situation et regarde dans quelles conditions il y a eu non-respect de certaines dispositions, certaines obligations de la contrainte pénale. Et dans ces cas-là, le juge peut estimer que, pour qu'il comprenne, il faut l'incarcérer ou qu'il y a des raisons objectives qui ont fait qu'il n'a pas pu respecter telle obligation. Et là, peut-être va resserrer davantage le suivi, va intensifier davantage le contrôle, va accompagner la personne de façon à ce qu'elle exécute correctement sa contrainte pénale. Donc il y a cette différence de nature. Ensuite, nous allons faire progresser la différence dans la mesure où la contrainte pénale, qui est une mesure de suivi et d'évaluation, avec des obligations que nous avons inscrites dans la loi, d'évaluation de sa mise à exécution, la contrainte pénale sera de plus en plus
réservé, alors c'est plutôt l'inverse qu'il faut dire, le sursis avec mise à l'épreuve sera de plus en plus réservé à des situations où il faut juste vérifier le respect d'une obligation objective. Par exemple, on peut prononcer un sursis avec mise à l'épreuve avec l'obligation de payer une pension alimentaire. Ça, c'est juste une obligation objective. Il s'agira de faire la preuve tous les mois qu'on a payé la pension alimentaire. La contrainte pénale va correspondre davantage à une situation où il y a des obligations de suivi de soins, de suivi de formation, de ne pas se rendre dans certains endroits. Donc, ce sont des obligations qui vont appeler un suivi et une vérification plus continue que pour le sursis avec mise à l'épreuve. Donc, au fur et à mesure, ça va se distinguer. Mais en tout état de cause, la différence déjà, c'est que le sursis avec mise à l'épreuve est une alternative à l'incarcération, alors que la contrainte pénale est vraiment une peine qui se conçoit en tant que peine et qui est prononcée pour être exécutée en milieu ouvert. Je vous propose maintenant d'aborder un autre thème très d'actualité, on l'a vu encore aujourd'hui, qui est la lutte contre le cyber-djihadisme. Les premiers sites internet de propagande ont commencé à être bloqués aujourd'hui. Cela intervient également à la suite de la manifestation du 11 janvier, dans laquelle les Français sont descendus dans la rue pour défendre cette liberté d'expression, mais également, et certains politiques ont tendance à oublier aussi, pour réclamer des mesures fortes en termes de sanctions. Et justement, ma question est, jusqu'où faut-il sacrifier les libertés individuelles pour assurer notre propre sécurité ? Alors, c'est une question majeure, vraiment, parce que la réponse est très difficile. Nous sommes dans un état de droit. Et dans la société française en particulier, il y a un attachement aux libertés qui remonte à la Révolution française. Et la Révolution française a traduit cet attachement aux libertés d'une façon presque excessive, parce que à la Révolution française, il y a eu, par exemple, la proclamation de l'individualisme révolutionnaire. Et il y a eu toute une série de lois qui ont été adoptées immédiatement après la Révolution et qui accordaient des libertés, y compris la liberté de disposer de sa force de travail et de la négocier très librement avec celui qui en a besoin. Il a fallu pratiquement un demi-siècle pour qu'on se rende compte que cette liberté-là était une fausse liberté, dans la mesure où lorsque le rapport de force est déséquilibré, le plus vulnérable, le plus faible, ne peut pas avoir une juste rétribution de sa force de travail. Donc les premières lois sociales en France, elles interviennent en 1841, et elles interviennent pour protéger des enfants et pour limiter la durée du travail des enfants à 8 heures par jour. En 1841, le progrès, c'est de limiter le travail des enfants à 8 heures par jour. Donc, mais tout ça, une digression pour rappeler à quel point ce pays s'est construit, en tout cas depuis plus de 200 ans. Il s'est vraiment construit sur une conception de la liberté qui a été pratiquement absolue au départ et qui a nécessité au fur et à mesure un encadrement, parce que pour protéger le plus faible, en fait, il faut la loi. Et Lacordaire le disait déjà, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège. Donc la notion de liberté dans l'imaginaire et dans l'inconscient collectif français est une notion extrêmement forte. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés effectivement au sujet de savoir comment on peut à la fois préserver les libertés. Moi, je suis aussi, comme vous, persuadée que les 4 millions de Français qui ont manifesté le 11 janvier ont manifesté pour la liberté d'expression, pour les libertés fondamentales, pour protéger les personnes aussi pour ce qu'elles sont, parce qu'il y a eu des victimes juives qui étaient victimes parce que juives strictement, mais ils ont fait une demande de sécurité en disant « mais attention, préservez nos libertés ». Et c'est à cette question que l'exécutif est confronté. Je pense que nous y avons apporté les bonnes réponses, c'est-à-dire que nous avons été vigilants à maintenir l'état de droit. Nous ne touchons pas à nos libertés fondamentales, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient publiques. En même temps, nous prenons des dispositions qui garantissent la protection de l'ensemble des Français, qui assurent leur sécurité. Alors il faut savoir que nous avions fait de nombreuses choses avant les 7, 8 et 9 janvier. Dans la loi déjà, puisque nous avions
adopté une loi antiterroriste en décembre 2012 et une autre en novembre 2014. Dans les politiques publiques aussi, dans les procédures également, dans les politiques publiques, c'est-à-dire le renforcement, par exemple, du parquet du pôle antiterroriste du parquet de Paris, le renfort en effectifs, en moyens techniques, logistiques, informatiques, et puis en politique publique auprès de la jeunesse, en tout cas pour ce qui concerne la justice, protection judiciaire de la jeunesse, et dans les établissements pénitentiaires. Les axes de cette politique publique, ça a été bien entendu la sécurisation. J'ai décidé en juin 2013 un plan de sécurisation des établissements pénitentiaires. Mais c'est l'information, c'est essentiel. Dès 2012 et 2013, j'ai renforcé le renseignement pénitentiaire et nous l'avons restructuré sur l'ensemble du territoire pendant l'année 2014. La formation des personnels pénitentiaires, mais également des éducateurs, des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Et dans le domaine pénitentiaire, la formation des aumôniers aussi. Et ce que nous allons faire en plus depuis les attentats de janvier, c'est la formation des détenus. Nous allons mettre en place des modules de formation pour tous les arrivants dans les établissements pénitentiaires et des modules spécifiques de formation pour tous ceux qui ont moins de 25 ans. Cette formation vise à repérer les processus d'endoctrinement et de risque de basculement dans la violence. Pourquoi ? Parce que nous surveillons certains détenus. J'ai, en novembre 2012, publié une circulaire sur les détenus particulièrement signalés. C'est une circulaire que j'ai actualisée en novembre 2013. Et cette circulaire permet effectivement de suivre des personnes qui présentent un profil particulier. Les personnes qui ont une capacité d'endoctrinement sont souvent à l'isolement, sont traitées comme des personnes qui présentent effectivement un risque d'endoctrinement vis-à-vis des autres détenus. Et puis, il y a des personnes qui sont dans des zones intermédiaires. Ce qui est important, c'est que jusqu'à il y a encore un an à peu près, les personnes très actives dans l'endoctrinement, qui font du prosélytisme, et il y en a qui sont très structurés, qui sont vraiment très intellectuellement, mentalement très organisées, ces personnes avaient des apparences repérables. Elles sont entrées plutôt dans un processus de dissimulation, de sorte que la formation à la détection de la radicalisation est devenue essentielle. Elle est essentielle pour les surveillants pénitentiaires, et puis elle est essentielle pour les aumôniers aussi, elle est essentielle pour nous, de façon à ajuster les politiques que nous mettons en œuvre. Concernant cette radicalisation, justement, ces détenus radicalisés et ces Français qui rentrent après avoir fait le djihad, doivent-ils être, à leur retour, considérés comme des prisonniers de droit commun, être emprisonnés dans n'importe quelle prison en France, ou doit-on développer des centres des endoctrinements, comme ça se fait au Danemark ? Certains y voient une forme d'angélisme dans ces centres de désendoctrinement. Nous souhaiterions avoir votre avis sur la question. Alors, il y a des programmes de désendoctrinement, il y en a au Danemark, qui sont distincts de la prison. Il y a, alors, pour les personnes qui reviennent, qui pratiquent, qui commettent des actes sur le territoire national ou qui en commettent à l'étranger, dans la loi de 2012 par exemple, nous rendons possible la sanction, donc les poursuites et les sanctions, même si les actes ont été commis à l'étranger. Et puis, pour les personnes qui reviennent, évidemment, des procédures sont ouvertes et les procès ont lieu. Il y a déjà des procès qui ont eu lieu. Et avant les procès, en général, la juridiction prononce une décision de détention provisoire. C'est plutôt la règle. Et lorsqu'il n'y a pas de détention provisoire, il y a des décisions de contrôle judiciaire. Que faut-il faire avec ces personnes ? Effectivement, toutes ces personnes ne sont pas nécessairement des personnes qui ont commis des crimes à l'étranger, et toutes ne sont pas, parce qu'il y a eu une période de départ, parce que lorsque le président syrien a commencé à massacrer sa population, il y a eu un effet de révolte. Il y a eu une condamnation des pays. La France a été un des premiers pays à condamner. Et il y a eu une espèce d'idéalisme qui a porté des personnes à aller pour plutôt être aux côtés
de la population civile qui était massacrée par le président syrien. On n'est plus dans ce processus-là. Les départs sont des départs avec endoctrinement. Donc, pour les personnes qui reviennent, il y en a 189 à peu près qui sont revenus. Ces personnes font l'objet d'un suivi. Dans la plupart des cas, une procédure est ouverte avec les conséquences que je viens de vous dire. Maintenant, il y a des personnes qui sont revenues. Il y a des personnes qui sont revenues et qui sont très actives pour motiver d'autres à partir. Et puis, il y a des personnes qui sont revenues et qui sont un peu sous traumatisme. Et nous vérifions quand même si ces personnes ont commis des crimes. Et si elles ont commis des crimes, elles font l'objet d'un procès et de condamnation. Mais il y a toutes les autres personnes qui tombent sous l'emprise de ces endoctrineurs. Et il faut faire en sorte d'arracher ces gens-là aux emprises. Ce que nous faisons dans les prisons, par exemple, avec le quartier dédié, donc ce n'est pas une prison spéciale pour les personnes radicalisées, violentes, c'est un quartier dans certains établissements pénitentiaires. Donc ils sont séparés du reste de la population carcérale pour ne pas avoir d'influence sur la population. Ils sont séparés entre eux, parce qu'il y a des personnes qui ont cru qu'ils étaient regroupés pour mieux organiser leur complot. Non, ils sont dans une aile, séparés du reste de la population. Ils ne vont pas en promenade avec le reste de la population et ils sont séparés entre eux. Mais la question, et vous parliez du Danemark, il y a des programmes au Danemark, il y en a au Royaume-Uni, il y en a aux Pays-Bas, il y en a en Belgique, il y en a en Allemagne. Ce sont des programmes de nature différente. Et puis il y a les nôtres quand même, parce qu'il y a des choses que nous faisons. J'ai lancé une recherche-action, par exemple, depuis juillet 2014. Et c'est une recherche-action qui permet justement de détecter ce qu'on appelle les signaux faibles, qui permet aussi de repérer les mécanismes d'endoctrinement de façon à les défaire. Bon. Est-ce que ce sont ces partenariats universitaires dont vous aviez parlé ? Absolument, absolument. Et justement, comment, je ne comprends pas très bien, pourquoi on confie ça à des universitaires et pourquoi on ne confie pas ça à des gens qui font face à la réalité tous les jours ? D'abord parce que les universitaires, ils ne sont pas les seuls à intervenir. Les universitaires travaillent et réfléchissent. Et lorsqu'on est face à des phénomènes comme ceux qu'on vit là, il y a des universitaires, nous en avons ici, mais il y a des universitaires étrangers, parce que moi je reçois à la fois les universitaires français et étrangers, qui depuis 15 ans, 20 ans travaillent sur ces sujets-là et ont vu évoluer les formes de terrorisme, donc qui ont des éléments qui nous sont utiles. Donc il n'y a pas de raison de se priver de cette connaissance qui nous permet de mieux analyser les phénomènes et d'apporter une réponse plus adaptée. Et franchement, le dire ici, pour moi, a beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'il est important dans une société qu'il y ait du matériau intellectuel qui est produit par les personnes dont c'est la fonction, donc toute la journée leur travail c'est de faire fonctionner leur cerveau et qui très sérieusement se déplacent, vont sur place. Un universitaire qui travaille sérieusement et dont la réflexion est utile est un universitaire qui concilie à la fois les concepts, la théorie, la doctrine et en même temps l'expérience, c'est-à-dire qui va sur le terrain, qui rencontre des personnes. Donc ce que nous faisons, nous associons les universitaires, mais pas que. Par exemple, dans les formations que nous organisons, les formateurs, ce sont les formateurs de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, mais ce sont aussi les officiers de la DGSI, c'est-à-dire de la Direction générale de la sécurité intérieure. Ce sont aussi des formateurs de la préfecture de police de Paris et ce sont des universitaires de plusieurs établissements, de plusieurs écoles ou universités. Voilà, c'est à la fois la compréhension des phénomènes, l'explication qu'on peut en donner de façon à défaire justement l'endoctrinement et c'est en même temps cette expérience très directe parce que la DGSI, oui, elle apporte de l'expérience directe, la préfecture de police de Paris, donc toutes ces personnes interviennent dans nos formations. Donc il faut y arriver. Ce que nous faisons intéresse d'ailleurs d'autres pays. La vice-première ministre du Québec était à Paris la semaine dernière pour venir voir ce que nous faisons ici. J'ai reçu des ministres de la justice d'autres pays. J'ai eu des échanges. Moi, je me suis rendue au Royaume-Uni, mais on a des échanges où on transmet aussi ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous faisons intéresse aussi les autres pays parce que ce qui compte, c'est que nous arrivions à mutualiser à la fois nos analyses des situations, nos connaissances de ces situations et les réponses que nous y apportons parce qu'il nous faut gagner du temps.
Et concernant toujours cette radicalisation, d'aucuns commencent à reparler de la loi de 1905, d'évoquer une éventuelle modification. À votre avis, devons-nous dépoussiérer la loi de 1905 qui actuellement ne nous permet pas de contrôler les sources de financement des lieux de culte ni la formation des imams? Non, la loi de 1905, très franchement, n'a pas pris de poussière. C'est une loi, alors souvent les personnes qui en parlent n'ont pas lu la loi de 1905. La loi de 1905 est la loi sur la laïcité, et c'est une loi, oui, parce que j'entends des personnes dire beaucoup de choses, j'ai entendu ces derniers mois d'ailleurs des personnes dire des choses assez étranges, y compris sur le droit. Mais la loi de 1905, il est intéressant, surtout pour vous, étudiants, non seulement de lire la loi de 1905 si vous n'avez pas eu l'opportunité de le faire encore, mais de lire surtout les débats parlementaires de l'époque, les débats parlementaires, les débats publics de l'époque. C'est tout à fait intéressant ce qui s'est passé. Très très rapidement, en 1905, on est dans une période où, depuis 1860 à peu près, il y a toute une série de lois, il y a des débats publics et des lois de liberté. Et on va avoir toute la période 1864, 1881, 1901. Ce sont les lois de liberté syndicale, de liberté d'association, de liberté de la presse. Voilà, on construit en fait le corpus législatif des libertés en France à cette période-là. En 1905, c'est une loi de liberté. Liberté de conscience et liberté de culte. Donc la loi de 1905, elle dit très clairement que l'emprise qu'avait le clergé catholique de l'époque était inacceptable dans une démocratie et dans une société de liberté, et que cette emprise devait être traitée par la loi. Enfin, la suppression de cette emprise devait être traitée par la loi. Et donc la loi de 1905 est une loi de séparation des églises, au pluriel, de l'État. Mais c'est une loi qui reconnaît les cultes, qui reconnaît la pratique des cultes, qui reconnaît le droit à l'exercice public des cultes. Les processions font l'objet d'autorisation de tenue dans l'espace public. C'est la loi de 1905 qui fait obligation à l'État et donc au ministère de la Justice d'avoir des aumôniers dans les prisons, qui fait obligation à l'armée d'avoir des aumôniers dans les casernes, qui fait obligation au ministère de la Santé d'avoir des aumôniers dans les hôpitaux. C'est-à-dire que la liberté d'exercice des cultes oblige l'État à assurer l'exercice de ces cultes lorsque la personne est privée de la liberté qui lui permet d'aller et venir et d'exercer son culte. Donc la loi de 1905, elle dit ça. Ensuite, la loi de 1905, elle dit aussi que d'abord, elle permet la création d'associations cultuelles pour notamment régler quelques problèmes pratiques et matériels des cultes. Et elle n'interdit pas, en 1905, que tout le patrimoine religieux passe sous autorité de l'État et devient propriété de l'État, avec aussi obligation de maintenance, d'entretien et de rénovation. Et puis, elle dit que l'État ne salarie ni ne subventionne aucun culte. La loi de 1905 n'oblige ni n'interdit, elle n'interdit pas de contrôler le financement des lieux de culte, quels qu'ils soient. Et ce que nous devons être capables de faire aujourd'hui, c'est de résoudre la contradiction qui consiste à reconnaître les cultes et l'exercice des cultes, et en même temps à ne pas mettre en place des dispositifs qui permettent l'exercice des cultes. Et ça, c'est le sujet. Et pour ce qui concerne la religion musulmane notamment, puisqu'il faut dire les choses très clairement, c'est une religion sans clergé, contrairement à la religion catholique qui a une autorité ecclésiastique centrale, c'est une religion sans clergé, donc avec un éclatement des autorités. Et puis surtout, c'est une religion qui n'est pas la première religion en France, mais qui est la première religion dans d'autres pays. Et on se rend compte qu'il y a évidemment des relations et que parfois il y a des financements d'autres pays et qu'il y a des sources de financement qui ne sont absolument pas ni recommandables ni acceptables, qui participent du financement des lieux de culte musulmans. Donc il nous faut apporter une réponse à cela et mettre en place un cadre dans lequel les ressources qui servent à financer les lieux de culte musulmans soient claires, transparentes, traçables
et permettre l'exercice de ce culte comme le prévoit la loi de 1905. Je vous propose d'aborder notre dernier sujet ce soir. Nous ne pouvions passer à côté. Il s'agit du mariage pour tous. Et ce sera une question toute simple. Quel bilan tireriez-vous, presque 2 ans après la promulgation de la loi, justement sur l'état de la société française et le parcours de cette loi? Je crois que, très sincèrement, je crois que la loi s'est installée. Enfin, en tout cas, que la pratique du mariage s'est installée. Que moi-même, dans mes déplacements, j'en vois pas beaucoup, là, hein, des ceux qui n'aiment pas. Vos admirateurs ne sont pas venus ce soir. Il n'y en a pas. Alors, il m'arrive parfois de demander au préfet quand j'arrive, je dis, vous n'en avez plus? Où sont-ils passés? Parce que quand même, pendant plus d'une année... Et puis, il y en a qui étaient agressifs. Hein. Il y en a qui me sautaient dessus. Hein. Pourtant, j'ai une équipe de sécurité, il y a la police. Mais il y en a qui vraiment, avec... Alors moi, ce qui m'a attristé à cette période... D'abord, j'ai veillé à ne pas être ni insultante, ni méprisante, ni même intolérante vis-à-vis de ceux qui montraient parfois justement de l'intolérance. Parce que, et je l'avais dit dès le début, j'ai dit que je sais que c'est un ébranlement. Je sais que ça bouleverse des représentations, que ça n'est pas un acte banal, et qu'il y a des personnes qui auront du mal profondément avec cela. Mais qu'il faut rappeler tout le processus de liberté dans ce pays et tout le processus d'égalité devant la loi, d'égalité d'accès aux institutions républicaines et notamment d'accès à cette institution républicaine qu'est le mariage. Mais que je comprenais que des personnes soient crispées et ne l'entendent pas. Donc j'estimais qu'il fallait faire un travail d'explication, qu'il fallait expliquer qu'il y a le mariage religieux avec ses codes, ses règles, ses limites, et puis ses limites au sens d'interdit. Et puis, il y a le mariage civil qui a été instauré juste après la Révolution française, en 1791, qui est déjà donc dans notre Constitution de 1791, et que ce mariage civil, c'est un mariage qui échappe au code religieux, et qu'il faut raisonner sur ce mariage civil. Donc moi, je pouvais entendre que des personnes aient des difficultés avec ça. Simplement, quand on a des difficultés avec quelque chose, on essaie de s'élever et de raisonner un peu objectivement. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait plus de subjectivité ni d'affectivité, mais ça veut dire qu'on essaie de se dire, voilà, je vis dans une société à telle époque, quel est le sujet qui m'est posé? Est-ce que le sujet qui m'est posé, c'est est-ce que moi j'aime ou je n'aime pas? Ou est-ce que le sujet qui m'est posé, est-ce que c'est juste ou pas? Et c'est cet effort que je demandais aux uns et aux autres. Demandons-nous s'il est juste ou pas de permettre à des couples dont on reconnaît qu'ils ont le droit d'exister en tant que couple, est-ce qu'il est juste ou pas de leur permettre de disposer de toutes les possibilités que l'État a prévues dans la loi pour organiser sa vie de famille? Donc moi, j'estime que c'est juste. Donc il fallait le faire. Aujourd'hui, je pense, on a bien vu que des mariages sont célébrés. Il n'y a plus de tapage autour de ça. Rien ne s'est effondré. Donc, ça vit sa vie, quoi. Merci beaucoup pour vos réponses. Avant de passer aux questions du public, on a un petit jeu à vous proposer. On a quelques questions très courtes, très rapides. Vous répondez en 1 ou 2 mots maximum. Donc voilà, donc vous allez voir, c'est très simple. Je commence. Donc, Montebourg ou Macron? Ça dépend du point de vue. Non, Arnaud est un vieil ami. J'ai fait sa campagne au primaire d'ailleurs, vous le savez sans doute. Arnaud Montebourg. Emmanuel Macron est un ministre dont j'apprécie le comportement, les méthodes de travail, la tenue, voilà. Donc, je les aime bien tous les deux, mais si la question c'est autre chose sur le contenu et le fond, la réponse serait différente peut-être aussi. Deuxième question. Guyane,
française ou indépendante? Moi, j'étais une militante indépendantiste, ce que j'assume parfaitement, et personne ne me fera le renier, même sur un bio. Mais j'ai toujours cru, même lorsque j'étais militante indépendantiste, et il y a des traces de cela, j'ai toujours cru que les peuples choisissent leur destin. Et qu'il appartient à des personnes qui ont des engagements, qui choisissent des causes, d'expliquer que le chemin à prendre, c'est celui-là, parce qu'on pense que c'est le meilleur. C'est un chemin d'émancipation, c'est un chemin de plus grande justice, c'est un chemin de plus grand épanouissement, c'est un chemin qui nous ouvre plus de liberté, de décision, de choix de nos partenaires, bon, d'existence collective. Voilà, ça a été le sens de mon engagement militant qui a duré jusqu'en 1982. Et moi, dans 50 ans, je suis prête à en répondre toujours. Jusqu'en 1982. Pourquoi en 1982? Parce qu'en 1981, la gauche arrive au pouvoir en France. Et nous nous rendons compte, nous, les militants, que nous avons moins de résonance dans la société. La réponse est longue, je sais. Je l'abrège très vite. C'est-à-dire que les gens disent, oui, mais la gauche ne colonise pas, c'est plus la peine de réclamer l'indépendance. Et nous continuons à militer pendant 1 an encore en disant aux gens, mais la gauche va être confrontée elle aussi à la raison d'État, à des nécessités, et qu'il faut établir une relation d'une autre nature avec la France, etc. Les gens n'en ont pas voulu, nous avons pris d'autres engagements. Moi, je me suis engagée à fond dans des associations. J'ai décidé de changer de métier tous les 4 ans pour connaître la réalité du terrain. D'autres se sont engagés dans des syndicats, après d'autres dans des partis politiques. Moi, je suis revenue à la politique plusieurs années après. Mais voilà, donc pour moi, il n'y a pas un choix binaire entre la Guyane française. La Guyane est française depuis plusieurs siècles. Elle a subi des exactions de la domination coloniale, mais elle a aussi connu la solidarité de grands philosophes, de citoyens ordinaires. Voilà, moi j'ai grandi avec la passion de grands auteurs français. Et pour moi, ce n'était pas la Guyane contre la France, c'est ne pas accepter un système de domination. Et je rappelle que jusqu'en 1982, où arrive la première loi de décentralisation, c'est un système de domination coloniale. Il faut savoir qu'en 1960, par exemple, il y a une ordonnance qui autorise le préfet, qui est un haut fonctionnaire, qui a toutes ses qualités de haut fonctionnaire, mais qui est un haut fonctionnaire, le préfet a le droit de décider d'interdire le territoire guyanais, martiniquais, guadeloupéen, réunionnais à des ressortissants de ces territoires parce qu'ils considèrent que leurs paroles, quelque chose qu'ils ont dit un jour, pas d'acte, hein, pas d'acte. Leur état d'esprit, leur conception, leurs engagements sont dangereux et sont expulsés de leur territoire avec interdiction d'y être. 1960, la réalité coloniale, c'est une réalité juridique, judiciaire, de domination politique, d'arbitraire. C'est ça. Et des personnes comme Édouard Glissant, vous connaissez Édouard Glissant, qui est un immense esprit, un immense écrivain, un immense poète, a été interdit de territoire martiniquais. De grands philosophes comme Yves Le Borgne, Marius Miron, ont été interdits de résider en Martinique, d'enseigner en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, etc. et à La Réunion pour Boris Gamaleya, par exemple. Donc c'est quand même ça la réalité coloniale. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas quelque chose de théorique, c'est une réalité de rapports sociaux qui sont des rapports de domination, qui sont des rapports arbitraires, qui sont des rapports qui se passent au-dessus de la tête des peuples. Au-dessus de la tête des peuples. Lorsque, par exemple, sur des raisons aussi arbitraires, il y a eu des arrestations de militants indépendantistes guyanais et leur emprisonnement ici à la prison de la Santé, il y a eu un collectif d'avocats français qui, gracieusement, dont Maître Henri Leclerc, par exemple, tout à fait gracieusement, ont assuré leur défense. Nous avons fait des meetings. Moi, j'étais étudiante ici. Nous avons organisé des meetings. Il y avait de nombreux Français, étudiants, mais pas seulement, qui venaient, qui nous apportaient du soutien. Donc, la réalité coloniale, c'est la réalité d'un système de domination. Ça n'est pas la réalité d'un affrontement de peuple à peuple. Merci pour cette réponse. Soumission ou suicide français? Ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre.
Il y a aussi bien chez l'un que chez l'autre de ces écrivains une méconnaissance assez affligeante de la réalité de la société française, de sa vitalité. Moi, la société française, je la parcours. J'y suis hier soir, j'étais dans les Deux-Sèvres, pour dire exactement les choses. J'ai beaucoup fait le Nord, Pas-de-Calais, j'ai fait l'Est, j'ai fait le Sud. Je suis tout le temps en déplacement, pour des raisons judiciaires, mais aussi pour rencontrer les gens, pour faire des réunions publiques, pour expliquer ma politique pénale. J'ai fait un tour de France sur la politique pénale, par exemple. Donc, mais la vitalité de ce pays est extraordinaire. Mais ce pays n'est pas en déclin, ce pays n'est pas en danger. Donc les gens qui sont assis, enfermés, qui n'ouvrent même pas la fenêtre et qui sont en train d'écrire qu'on est tous en train de mourir, sont des gens qui ignorent la vie dans ce pays. Donc ni soumission, ni suicide français. La France n'est pas en déclin et elle ne va pas l'être avant longtemps. Et avec la génération que vous êtes, avec les capacités que vous avez, avec votre ouverture sur le monde, avec l'intuition, la conscience que vous avez de la réalité du monde, avec ce que vous avez comme outils entre vos mains, avec les connaissances extraordinaires qui sont à votre disposition, comment ce pays va se soumettre à 2 ou 3 fous, ou comment il va être en déclin ou se suicider. Donc c'est vraiment complètement des vues de l'esprit, complètement. C'est des machins de cerveau qui ont besoin d'autres personnes que moi pour les traiter. Alexis Tsipras ou Angela Merkel? C'est un drôle de quiz quand même, hein? Madame Merkel est chancelière allemande. J'appartiens à un gouvernement. En plus, c'est une personne très sympathique, très sérieusement. Nous avons déjà eu 2 conseils des ministres franco-allemands. C'est une personne très attentionnée, très sympathique, qui conduit sa politique. Moi, c'est pas... par exemple, je ne suis pas dans le camp de son équivalent politique en France. Donc on ne va pas faire semblant. Moi, je ne regarde aucun pays comme s'il n'y avait pas de clivage politique. Tous les pays ont leur clivage politique. Et moi, j'ai des affections et des proximités idéologiques avec des camps, et puis j'en ai pas avec d'autres. Hein. Donc, vous avez plus d'affinités. Tsipras, ça va, ouais. Vous avez plus... Nous avons compris votre réponse. J'essaie quand même d'éviter un problème diplomatique. Ça ne sortira pas d'ici. Dernière petite question. Choisissez un adjectif pour qualifier les personnes suivantes. Marine Le Pen. Non, pas d'adjectif. Le silence. Deuxième personne, Monsieur Badinter. Une figure majestueuse. Alain Juppé. C'est une personne pour qui... Alain Juppé, vous avez dit. C'est une personne pour qui j'ai plutôt de l'estime. Quand il était ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre, j'étais parlementaire, donc j'ai eu l'occasion de voir de près son travail. C'est une personne pour qui j'ai plutôt de l'estime parce que je suis persuadée qu'il a des valeurs et des valeurs républicaines, ce qui se raréfie dans le parti auquel il appartient. Un parti qui a eu, pourtant, qui a toujours eu un courant républicain, qui a eu un courant un peu... Bon, bref, c'est leur affaire. J'ai juste été surprise récemment, au-delà même d'Alain Juppé, j'ai lu rapidement une déclaration qu'il a faite en parlant de ma politique pénale laxiste, et je me suis dit, la pression partisane est si forte, parce que jusque-là, il a su prendre de la hauteur. Par exemple, sur le mariage, on l'a pressé en lui disant « vous allez abroger si vous revenez aux responsabilités ». Il a dit « je n'étais pas pour, la réforme est passée, voilà, ça n'a pas de sens de vouloir la défaire, etc. » Donc une personne qui a le courage, face à son camp, de dire « bon voilà, même si on n'était pas d'accord, c'est une
réforme de société qui s'installe dans la société, c'est pas la peine de venir casser pour le plaisir de casser. Donc moi je trouve que c'est vraiment de la hauteur d'homme d'État. Et moi je le tiens pour un homme d'État d'ailleurs, hein, indépendamment de ce que je viens de dire sur son propos. Jusque-là, il était sur une ligne très claire. Et puis récemment, je l'ai entendu dire, bah oui, la réforme, la politique pénale laxiste. Moi, depuis 2 ans et demi, j'entends dire que je suis laxiste ou que ma politique pénale est laxiste. Je n'entends que ça, c'est-à-dire que je n'ai pas encore entendu un exemple. Je n'ai pas encore entendu une illustration. Je n'ai pas encore entendu un argument. Je n'ai pas encore entendu une démonstration. J'entends, voilà, une stigmatisation, une caractérisation, le renoncement même à la pensée, le renoncement même au débat politique. Il y a eu un débat politique sur la réforme pénale. Je n'ai pas entendu l'UMP contrecarrer en disant « voilà, vous êtes laxiste, voilà quand vous faites ça, voilà les conséquences ». J'ai entendu laxiste, vous occupez pas des victimes. J'ai pu leur démontrer que pendant l'ancien quinquennat, le budget d'aide aux victimes avait baissé tous les ans, alors que moi, depuis la première année, je l'ai remonté de 26% et je n'arrête pas de l'augmenter. Et que j'ai ouvert des bureaux d'aide aux victimes dans tous les tribunaux de grande instance. Lorsque je suis en arrivée, il y en avait une 50aine à peine. J'en ai ouvert 100 en une seule année, l'année 2013. Donc je leur ai démontré que les accusations qu'ils me portent tous les jours ne sont pas fondées. Mais je n'ai pas vu une illustration de cette accusation de laxisme qu'on me fait depuis 2 ans et demi. Et j'ai été surprise récemment d'entendre M. Juppé. Et je pense qu'au-delà de M. Juppé, ça dit à quel point le parti auquel il appartient est tellement désossé, desséché, qu'il n'y a plus de débat, il y a juste un facteur fédérateur. Votre servante. Un facteur fédérateur. Ouais. Il faut cogner, si on cogne sur Taubira, on rassemble la droite. Bon, ça me paraît assez pauvre. Pour cette personne-là, on vous autorise 2 adjectifs. François Hollande. Qui ? François Hollande. Ah, je suis dans l'embarras pour une raison toute simple. C'est le président de la République, donc moi je suis très soucieuse des institutions, et même l'ancien président de la République, pour qui je n'avais en tant que personne aucun respect, aucune estime, je le respectais en tant que président de la République, et j'aurais aimé pouvoir le respecter aujourd'hui encore, parce qu'il a assumé une fonction importante confiée par les Français, et je respecte cela profondément. Et j'aurais aimé qu'il critique sur la base, sur le fond. Lorsqu'il parle, moi je suis prête à écouter, parce qu'il a pendant 5 ans présidé à la destinée suprême de ce pays. Par conséquent, bon voilà. Donc tout ça, juste pour vous dire que si je vous dis du bien de François Hollande, et je le pense, le bien, vous allez dire, comme je suis ministre, je pense du bien du président de la République. D'abord, moi je vous invite à ne pas critiquer n'importe comment. Critiquer des actes, critiquer des propos, critiquer des prises de position. Mais ne cédez pas à la facilité de critiquer les personnes. Et comprenez bien surtout que dans une société où il y a des inégalités objectives, où il y a des personnes fragiles, des personnes vulnérables, des personnes qui ont besoin des institutions, des personnes qui ont besoin de l'État, si on fragilise les institutions en critiquant les fonctions à tour de bras, si on fragilise les institutions en met en péril les personnes vulnérables, parce qu'on réduit la protection que leur apporte l'appareil d'État. Donc voilà, l'exercice facile qui consiste à critiquer un président de la République, je vous invite à ne pas vous y livrer. Critiquer une politique, une prise de position. Moi, sur l'ancien président, en tant que parlementaire, à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai critiqué un certain nombre de textes de loi, y compris lorsqu'il était d'ailleurs ministre de l'Intérieur. J'ai critiqué, mais toujours avec des exemples, toujours avec des démonstrations, et j'ai toujours respecté la personne. Et aujourd'hui encore, lorsque je le croise, je le salue très poliment, Monsieur le Président, parce que voilà, j'estime qu'il a été investi de la confiance des Français, et que ça, c'est une vraie marque de prestige, et qu'elle appelle du respect. Merci beaucoup, Madame Taubira, pour vos réponses riches et très intéressantes. Nous allons maintenant passer aux questions du public. Les micros vont passer entre vous.
Bonsoir. Bonsoir. Une question qui a été un peu soulevée récemment par... ici. Une question qui a été soulevée récemment par la loi Macron. Est-ce que vous pensez qu'il faut réformer les professions réglementées du droit, comme les notaires ou les huissiers? Et si oui, dans quel sens? Merci. Oui, il faut effectivement moderniser ces professions. Et nous avions commencé à le faire. Ça faisait un peu plus de 2 ans que je travaillais déjà avec ces professions, que j'avais même déjà inscrit dans la loi. Nous avons 2 lois. Une loi d'habilitation de septembre 2014 et une loi de janvier 2015. Et la loi d'habilitation a donné lieu à des ordonnances et à des décrets. Donc j'avais déjà introduit dans la loi des modifications pour moderniser ces professions. Et nous travaillons avec elles pour les moderniser, parce qu'effectivement, ce sont des professions qui ont besoin d'un peu de souplesse, d'un peu de renouvellement de génération, qui ont besoin, oui, d'introduire un certain nombre de règles en matière de déontologie, par exemple, de façon inégale. Hein. Certaines ont des règles déjà bien assises, d'autres ont besoin qu'on consolide ces règles. Mais ce qui avait été en cause et qui ne l'est plus, ça avait été de libéraliser l'activité, donc les missions de ces professions. Et ça, je pense que c'est une mauvaise idée. J'ai plus besoin de le penser parce que ça n'est plus dans la loi. Parce que moi, mon souci en tant que garde des Sceaux, ça n'est pas de protéger les notaires ou de protéger les huissiers. Mon souci en tant que garde des Sceaux, c'est de m'assurer que ces professionnels-là, que ces professions assurent leur mission d'accès au droit sur tout le territoire, dans des conditions de sécurité juridique, c'est-à-dire des actes sérieux, parce que si les actes ne sont pas sérieux, ça provoque du contentieux judiciaire. Et dans le contentieux judiciaire, ce n'est pas forcément le plus faible qui a les moyens de saisir la justice, de poursuivre, etc. Donc pour moi, l'enjeu sur ces professions, ce n'est pas de les moderniser pour le plaisir d'être moderne, c'était de s'assurer que les évolutions nécessaires qui sont dues à notre droit, qui sont dues au droit communautaire, qui sont dues aux effets du droit international et des échanges qui sont de plus en plus nombreux, mais qui sont dues aussi à l'évolution de la demande de droit chez les citoyens, qui sont dues également tout simplement à la révolution numérique et au fait qu'on a accès à toute une série d'informations sur Internet sans forcément avoir besoin de consulter un professionnel du droit. Il est important pour moi que l'on intègre tous ces éléments-là et qu'on modernise ces professions. C'est donc ce travail que j'avais commencé avec elle, mais pour moi, avec pour objectif de m'assurer de l'accès au droit pour l'ensemble des citoyens sur l'ensemble du territoire, donc leur présence partout sur le territoire. Or, si on libéralise, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'elles sont des professions réglementées avec délégation de la puissance publique, c'est la puissance publique dans le garde des Sceaux qui dit qu'il faut installer là 1, 2, 3 notaires. Lorsqu'on libéralise, qui va décider? Les indicateurs de marché, l'attractivité des territoires, la dimension lucrative des activités. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un rétrécissement non seulement territorial, mais un rétrécissement aussi en termes d'activité. C'est-à-dire que lorsque nous imposons des tarifs bas pour certains actes qui sont courants et qui concernent des justiciables, des citoyens qui ont de faibles revenus, tout cela va disparaître si c'est libéralisé, parce que tout simplement, ça n'est pas rentable. Donc mon travail a consisté à m'assurer, que ces professions vont garder leur exclusivité sur les missions que leur délègue l'État. Le notaire, il doit authentifier les actes. Il faut que ce soit le notaire et pas n'importe qui s'installe dans un cabinet et qui peut authentifier des actes. Il faut que ce soit le notaire. Le notaire authentifie, il répond de cette authentification et il a l'obligation de conserver pendant 70 ans les actes qu'il a authentifiés. Ensuite, il y a la sécurité juridique de ces actes. Il faut que ce soit des personnes qui respectent strictement la loi, le droit, les procédures, qui puissent élaborer ces actes. Ensuite, il y a l'accès à ces actes sur l'ensemble du territoire. Vous imaginez facilement qu'il y a des tas de communes dans lesquelles il n'y aurait pas de notaire, il n'y aurait pas d'huissier, il n'y aurait pas d'avocat, s'il n'y avait pas l'obligation faite par l'État
d'installation dans ces endroits-là. Donc moi, mon combat a consisté à cela, à m'assurer de la sécurité juridique des actes, l'accessibilité de ces actes pour tous les citoyens et la présence donc de ces professions sur tout le territoire. Pour le reste, nous avions déjà commencé à ouvrir pour que les femmes accèdent davantage aux responsabilités, pour que les jeunes puissent entrer plus facilement dans ces professions-là et pour qu'il n'y ait pas de détournement, par exemple, de certains salariés auxquels, par exemple, les clercs assermentés, auxquels les notaires confient la même compétence qu'eux. S'il faut avoir la même compétence qu'eux, il faut leur permettre d'être installés comme notaires, comme les autres. Madame le garde des Sceaux, bonjour. Où en est la réforme constitutionnelle du CSM qui, maintes fois relancée, se heurte à chaque fois à la majorité des 3/5 au Parlement? Je vous remercie. Pourquoi la réforme se heurte aux 3/5? Oui, elle passera. Enfin, à l'heure actuelle, vu la composition du Parlement, elle ne pourra pas passer puisqu'elle est constitutionnelle. Absolument. Il s'agit d'une réforme constitutionnelle et pour modifier la Constitution, il faut effectivement 3/5 des voix du Parlement du Congrès, c'est-à-dire du Parlement réuni en Congrès à Versailles. Il faut que le texte ait été adopté dans les mêmes termes par les deux chambres préalablement. Oui, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté qui se justifie parce que la Constitution, c'est notre loi fondamentale et c'est une sécurité d'imposer que toute majorité soit obligée d'aller au-delà d'elle-même pour modifier notre loi fondamentale. Sinon, on verrait la valse de la Constitution comme on voit la valse de certains textes de loi. Donc, moi, je ne suis pas choquée par le fait qu'il faille 3/5 des voix pour modifier la Constitution. Par contre, l'incapacité que certains élus peuvent avoir à dépasser leur positionnement partisan pour accepter de voter une réforme constitutionnelle, après avoir constaté que la réforme est fondée. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on peut relire les débats à l'Assemblée et au Sénat, il n'y a aucun argument sérieux qui dise qu'il ne faut pas réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Aucun. Il y a, ouais, mais les magistrats, ils sont trop politisés, ils sont trop syndiqués, il y a, vous allez créer des barons, il y a... Bon, mais il n'y a pas d'argument politique sérieux au sens où quelle vision a-t-on de la magistrature? Quel rôle donne-t-on à la magistrature? Comment le pouvoir politique peut organiser les conditions d'impartialité des magistrats et de neutralité dans le traitement des procédures? Et comment le pouvoir politique organise la confiance des citoyens dans leur justice, donc dans leurs magistrats? C'est ça l'enjeu de cette réforme. Et qu'on me dise en face, nous on ne veut pas d'une magistrature indépendante. Ok, on est dans des visions contraires. Mais moi je n'entends pas ça, peut-être parce qu'on n'ose pas. Mais j'ai entendu toutes sortes d'arguments, je n'ai pas entendu la construction. Moi je dis très clairement que j'estime qu'une démocratie mûre est une démocratie qui doit avoir une magistrature indépendante. Et lorsque je dis ça, ça n'est pas une pétition de principe. Je connais les risques. Je connais l'histoire de la magistrature en France. Je sais ce qu'il est advenu de la magistrature pendant la Deuxième Guerre mondiale notamment. Donc je sais qu'il y a eu des périodes assez tristes dans l'histoire de la magistrature où elle n'a pas montré ni son indépendance ni son courage à certains moments. D'une façon globale, ça n'accuse pas tous les magistrats. Je sais tout cela, mais je sais aussi qu'il y a des moments importants où la magistrature a été vraiment le rempart de la démocratie. Et je dis que dans une démocratie, il y a des risques. Il y a le risque d'étouffer la magistrature. Et le risque majeur en étouffant la magistrature, c'est de créer des injustices phénoménales dans la société, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une justice pour les riches, pour les puissants et une autre pour les pauvres. Et puis, il y a des risques dans le fait d'avoir une magistrature indépendante. Ces risques, c'est que les magistrats s'affranchissent du pouvoir politique, qu'ils critiquent le pouvoir politique, qu'ils poursuivent les politiques, qu'ils débordent, que peut-être ils abusent. Mais je préfère la deuxième série de risques. J'assume de faire le choix d'une magistrature indépendante dont je sais qu'elle ne sera pas parfaite parce qu'elle est faite par des femmes et par des hommes et qu'il faut constamment leur rappeler que vous jugez au nom du peuple français, que vous êtes investi d'une mission
extrêmement élevée, extrêmement lourde de conséquences, parce que vous pouvez prononcer des décisions qui restreignent les libertés, qui suppriment des libertés, qui suppriment la liberté, que c'est une mission extrêmement élevée aux conséquences extrêmement lourdes et qu'il faut constamment vous hisser à la hauteur de cette mission. Et moi, je préfère faire ce choix-là. Donc, nous allons continuer à nous battre, hein, nous n'avons pas renoncé, donc nous allons revenir avec ce texte. Mais effectivement, il faut les 3/5, et ça paraît être plus haut que l'Himalaya pour l'instant. Bonsoir Madame la Ministre. Je voudrais brièvement revenir sur le thème de la drogue qu'on a évoqué. C'est un thème que je trouve particulièrement important parce que j'ai vécu à Singapour et c'est un pays qui sanctionne la consommation de drogue de manière très excessive. Mais il y avait aussi d'autres moyens de prévention. Il y avait des préventions très chocs dans les écoles, il y avait des contrôles d'urine dans les écoles. On dit que la prohibition ne marche pas, mais est-ce qu'au final, c'est quand même pas le seul moyen de faire prendre conscience aux jeunes toute l'ampleur du problème? Je vous remercie. Oui, lorsque je disais tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de détourner le regard sur un tel problème de société, cela veut dire qu'il faut construire effectivement des réponses. La prévention est toujours une réponse à construire, quelles que soient les situations, y compris sur les délinquances qui donnent lieu à des sanctions. Il y a de la prévention à faire. Sur ce sujet-là en particulier, oui, sans doute de la prévention. Sous quelle forme la prévention? Il faut construire des politiques préventives. Il y en a. Vous vous souvenez du... Alors, c'était pas de la prévention, c'était de la réduction de risques. Lorsque la ministre de la Santé a décidé d'ouvrir une salle de prévention et de réduction des risques dans Paris, vous vous souvenez du tollé? Le Conseil d'État a été saisi, la décision du Conseil d'État n'a pas validé la décision de la ministre de la Santé. Donc on est dans ces situations-là. Moi je pense qu'il faut arriver vraiment à faire le débat. Sur la réforme pénale, moi j'ai organisé une conférence de consensus. Parce que je savais déjà que c'était un sujet qui crispait beaucoup. Et je pense que pour avancer sur des sujets de société importants, il faut essayer de construire effectivement un consensus dans la société. C'est-à-dire obliger des personnes qui ont des visions différentes à travailler ensemble et à construire ensemble au moins déjà un diagnostic de la situation et ensuite une série de réponses. Donc sur ce sujet-là, moi je pense qu'on devrait procéder ainsi, permettre qu'il y ait un débat dans la société et que le débat dégage d'abord une vraie connaissance du sujet. On a des études qui sont faites par des universitaires qui sont très utiles très souvent. Donc bien connaître la réalité de ce phénomène, qui consomme, dans quelles circonstances, pourquoi, quelles sont les trajectoires, quelle est la durée moyenne de consommation, est-ce qu'on consomme 2 ans, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qui se passe après, quel pourcentage de personnes basculent dans les drogues dures, etc. Il faut connaître, avoir une mesure de cette réalité et ensuite, par rapport à cette mesure, mettre en face un certain nombre de réponses. Donc, moi, oui, je pense qu'il faut faire de la prévention, parce que je ne suis pas sûre que ce soit bon pour les jeunes qui consomment du cannabis. Vraiment, je sais qu'il y a des médecins qui disent que c'est pas grave, mais je vous dis qu'il y a des médecins qui disent que c'est dangereux parce qu'il y a une accoutumance. Donc, j'aurais préféré que... Parce que les jeunes qui prennent du cannabis prennent pourquoi? Pour s'éclater? Bon, si c'est pour s'éclater, on peut s'éclater au ciné, on peut s'éclater au théâtre, on peut s'éclater à l'opéra, on peut s'éclater au musée, on peut s'éclater dans les jardins publics. Il y a des tas d'endroits et des tas de formes. Il y a des littératures magnifiques, il y a de la poésie qui transporte, et puis il y a l'amour. Il y a l'amour qui permet de s'éclater. Donc bonsoir, oui, moi, je pense effectivement pour protéger les jeunes, je pense qu'il faut qu'on prenne le problème au sérieux et qu'on fasse de la prévention. Bonsoir Madame la garde des Sceaux. Pour cette question, je relaye plutôt la question d'une personne que j'ai rencontrée la semaine dernière, que vous connaissez puisque vous l'avez rencontré il y a 2 ans, c'est Claude Michel, qui est le président de l'Adsdelvilm.
Azelvim défend les victimes de l'affaire Apollonia, qui est l'une des plus grosses escroqueries immobilières de ces dernières années en France, qui impacte des banques et des notaires. Claude Michel m'a remis une lettre pour vous, qui est ici. Le problème, c'est que cette affaire traîne depuis 2008. Plusieurs juges se sont succédés dans cette affaire, 3 au cours des 4 dernières années. C'est un dossier qui fait 90 000 cotes à peu près. C'est impossible pour un juge d'instruction de prendre en charge ce dossier de façon cohérente, sachant que sa mission est d'à peu près 2 ans sur le dossier. L'affaire dure. Aujourd'hui, il y a à peu près 3 victimes au sein de l'association qui sont suicidées. Claude Michel vous pose la question, qu'est-ce qui peut être fait au niveau de la justice pour que les dossiers ne traitent pas autant en longueur et que les victimes puissent enfin avoir une réponse à leurs questions? Je ne vous répondrai pas sur le dossier en tant que tel. Vous en convenez, je prendrai votre lettre, mais je ne m'exprime jamais sur une procédure particulière. C'est une règle que je m'impose et que j'espère installer dans la société. Je crois qu'elle s'installe. Parce qu'on ne peut pas, en même temps, vouloir l'indépendance de la magistrature et que ce soit l'exécutif qui s'exprime sur les procédures. Je pense que c'est incompatible. Donc je m'interdis depuis 2 ans et demi, malgré des interpellations, des mises en cause qui sont faites sur ma personne, et malgré parfois l'envie très forte que j'ai, moi, d'aller m'exprimer, je m'interdis de m'exprimer sur les procédures. Par contre, je veille à ce qu'autour des procureurs de la République, il y ait des services ou des équipes de communication qui soient en capacité d'informer sur les procédures. Et je crois être en train d'arriver à installer dans la société l'habitude que sur les procédures, ce soit le procureur qui s'exprime. Le juge d'instruction peut s'exprimer s'il le choisit, mais le juge d'instruction relève du siège. Le procureur, c'est le ministère public, donc il est en lien avec l'exécutif. J'installe dans la société, et je vous le dis à vous parce que vous allez grandir dans cette société, et j'espère que vous allez vous faire les défenseurs d'acquis démocratiques. Donc j'installe dans la société l'habitude que ce soit les procureurs qui s'expriment sur les procédures ou les juges d'instruction qui les ont en charge. Par contre, je vais répondre très directement à votre question quant à la question quant au sujet des procédures qui traînent. Il y a effectivement des procédures longues. Ce que je veille à faire depuis 2 ans et demi, vous savez que nous avons recommencé, la justice a recommencé à créer des emplois. Nous créons 500 emplois tous les ans, avec une politique très volontariste, de mobilisation des candidats pour les concours, pour entrer à l'école de la magistrature, etc. J'ai fait 2 années de sensibilisation. Nous avons tourné dans les facultés de droit pour sensibiliser les étudiantes et les étudiants pour se présenter au concours de la magistrature. Nous ouvrons environ 300 postes d'auditeurs de justice tous les ans. Malgré ça, c'est seulement à la fin, il faut quand même 31 mois pour former un magistrat, c'est seulement à la fin de cette année 2015 que nous allons avoir plus d'arrivées dans les juridictions que de départs. Parce que l'ancien quinquennat n'a pas préparé les départs à la retraite. 1500 départs à la retraite de magistrats sur le quinquennat. C'est-à-dire 1500 magistrats qui s'en vont et leur remplacement n'avait pas été prévu. Donc nous comblons cela. Pourquoi ce détour? Pour vous expliquer qu'une des façons d'éviter que les procédures traînent, c'est qu'il y ait suffisamment de magistrats sur les procédures. Que lorsqu'il faut 3 juges d'instruction sur une procédure, il faut qu'il y ait ces 3 juges d'instruction. Que lorsqu'il faut 6 greffiers, il faut qu'il y ait ces 6 greffiers. Et moi, c'est ce que je fais. Donc je ne m'exprime pas sur les procédures, y compris lorsque j'en ai connaissance. Mais les procédures de juge d'instruction, on a connaissance de ceux qui transmettent au procureur général. Mais ce qui est important, c'est que je veille à donner à toutes les juridictions les effectifs et les moyens nécessaires pour que les procédures soient conduites dans des délais satisfaisants pour les victimes. Parce qu'une des façons qui a été utilisée dans le passé pour casser des procédures délicates, ça a été ça, de réduire les effectifs, de démembrer les procédures, c'est-à-dire de les éclater en plusieurs tribunaux, en plusieurs juges qui se trouvent dans des tribunaux différents.
ça a été de déplacer des magistrats. Donc le pouvoir politique, soit il maintient la magistrature dans la dépendance, soit il se donne les moyens d'affaiblir la magistrature. Nous faisons exactement le contraire depuis 2 ans et demi, depuis bientôt 3 ans. Nous faisons le contraire, c'est-à-dire que nous organisons l'indépendance de la magistrature. J'ai présenté une loi qui a été adoptée le 25 juillet 2013 et qui interdit au garde des Sceaux d'intervenir dans les procédures individuelles. Qui l'interdit. C'est écrit dans le Code de procédure pénale. Donc le ministre de la Justice n'a plus le droit d'intervenir dans les procédures individuelles. En plus, vous savez que j'ai créé par la loi du 6 décembre 2013 un parquet financier national, qui est une juridiction spécialisée pour traiter des procédures financières et de fraude fiscale, de délits boursiers, d'atteinte à la probité. Et cette juridiction a tous les moyens qu'il faut. Non seulement je lui ai donné les locaux nécessaires, les effectifs de magistrats, les effectifs de greffiers, les effectifs d'assistants spécialisés, mais en plus, nous avons mis à sa disposition une formation de jugement spécialisée qui lui permettent d'audiencer ces procédures. Pourquoi? Parce qu'une des façons aussi d'éviter que la justice passe, c'est d'encombrer les juridictions. De faire en sorte qu'il n'y a pas de place avant 3 ans, 4 ans, 5 ans pour programmer l'audience de jugement. Donc c'est tous ces mécanismes-là qui bloquaient le traitement de ces procédures que nous levons et qui vont permettre qu'effectivement les procédures avance. Donc pour ce que vous allez me remettre, je ferai le nécessaire pour que les informations soient à la disposition notamment des victimes pour savoir les éventuelles difficultés qu'il y a dans la procédure. Bonsoir Madame la Ministre. Thibaut Massard, professeur de droit à l'Université Paris-Dauphine. Directeur de la clinique juridique également de Dauphine. Je voulais d'abord féliciter et remercier nos étudiants qui ont organisé un débat de très grande qualité. Nous pouvons féliciter l'association Dauphine Débat et surtout remercier Madame la Ministre qui a accepté de répondre à une invitation d'étudiants. Et c'est une excellente chose que de vouloir justement participer à l'animation des universités. Nous en sommes, en tant qu'universitaires, très reconnaissants et nous vous en remercions très chaleureusement. Nous avons beaucoup parlé de droit pénal, mais c'est sur le terrain civil que j'aimerais vous interroger, car il y a une réforme très très importante en cours, qui est la réforme du droit des contrats, avec une méthodologie évidemment très originale, puisque on fait appel à la contribution des universitaires, et je peux vous dire ce soir que l'Université Paris-Dauphine vous remettra une contribution à la fin du mois d'avril, dans le cadre de la clinique, et d'ailleurs avec un travail fait par les étudiants eux-mêmes, donc avec des amendements, proposés directement par les étudiants. Mais justement, par rapport à cette méthode tout à fait originale, je voulais savoir quel était votre rôle à vous personnellement. En un mot, est-ce que vous allez jouer les Portalis en distillant certaines innovations personnelles dans le projet final? Merci. Merci professeur, merci pour vos mots. Merci d'avoir encore suscité de l'enthousiasme dans l'assistance. Et merci surtout de rappeler que la justice civile est une justice extrêmement importante quantitativement et qualitativement. Quantitativement parce que c'est quand même 70% de l'activité judiciaire. Et on parle très souvent de la justice pénale, mais la justice civile, c'est-à-dire la justice du quotidien, la justice de la famille, du divorce, de la garde des enfants, de la séparation, la justice des conflits de voisinage, la justice des difficultés d'endettement, de surendettement, la justice prud'homale, la justice sociale,
Tout cela, c'est le quotidien des Français et il est important de s'assurer que cette justice est efficace. Donc j'ai une réforme qui s'appelle J21 de la justice civile qui vise à rendre la justice plus proche, plus protectrice, plus efficace aussi. Et j'ai lancé toute une série d'expérimentations dans les juridictions qui va nous permettre d'ajuster encore les mécanismes qui vont faciliter l'accès à la justice. Le droit des contrats est une réforme extrêmement importante. Parce que, parenthèse, j'insiste sur l'apport des universitaires. D'abord, on a 2 rapports universitaires de très grande qualité, un qui a été conduit par le professeur Catala et un autre par le professeur Terré, enfin 3 autres par le professeur Terré, avec des équipes différentes. L'apport universitaire est extrêmement important. Mais vous avez raison, l'apport des praticiens aussi est important. Et sur ce droit des contrats, nous avons travaillé avec les universitaires, mais aussi avec la représentante d'entreprise, avec la représentante des opérateurs économiques et avec les représentants de consommateurs, parce que le droit des contrats concerne les entreprises, il concerne aussi les citoyens, parce qu'aujourd'hui, les contrats sont dans la vie des citoyens. Contrat de téléphone, contrat d'assurance, contrat automobile, enfin, tous les contrats, on n'a pas en tête, mais le contrat s'est installé dans nos vies. Or, le droit des contrats date effectivement, vous avez raison, professeur, de Portalis. Il date de 1804 et il n'a pas été modifié en tant que tel dans le Code civil. Ce qui a été modifié de façon abondante d'ailleurs, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire que justement, du fait que le droit des contrats et le régime général des obligations est pratiquement inchangé depuis 1804, alors que les fondements des échanges économiques ont changé, que les relations économiques ne sont plus seulement nationales, que le contrat, je le disais, est entré dans la vie des citoyens ordinaires, il fallait restructurer quand même ce droit des contrats. Donc c'est un chantier immense, hein, il y a plus de 300 articles. Hein. C'est un chantier immense, mais on a du matériau de très grande qualité qui a été produit ces dernières années, parce qu'en 2004, à l'occasion du bicentenaire du Code Napoléon, Code Portalis, le pouvoir politique de l'époque avait fait la promesse de réformer le droit des contrats. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce que c'est lourd, parce que c'est long, parce que c'est compliqué. Depuis, on a effectivement ces rapports de qualité, on a de nombreuses études, et nous sommes en capacité de le faire. Nous avons mis à disposition du public l'avant-projet d'ordonnance, qui permet aux uns et aux autres de faire des suggestions, de proposer. Je crois que nous sommes partis pour faire une très belle réforme. Je ne veux pas y mettre particulièrement ma touche personnelle, parce que j'ai un immense respect pour le droit. Et déjà, lorsque j'étais parlementaire, j'avais le souci scrupuleux et permanent que le droit soit très très bien écrit. Parce que s'il est mal écrit, il complique la vie des citoyens. Il faut qu'au moment où le droit est en acte, c'est-à-dire au moment où on en a besoin, qu'il soit clair pour les magistrats, pour les avocats et pour les justiciables. Donc, moi, mon souci, c'est vraiment la méthode. Les principes et la méthode. Les principes, sur quoi repose notre droit des contrats, le principe du consensualisme, mais le principe de la protection de la partie la plus faible, le principe de la prévisibilité, il faut qu'on sache où on va, le principe de la lisibilité, donc cette dispersion de jurisprudence, ça ne peut pas continuer. Donc le respect des principes. Et puis la méthode, associer toutes les compétences possibles et à partir de là, de la façon la plus transparente possible, réécrire les articles de façon à ce qu'ils soient efficaces et qu'ils puissent durer le temps nécessaire. Je n'oserais pas dire 2 siècles encore, mais enfin que ce soit vraiment solide après. Donc ma touche, elle va être dans ça. Une vigilance sur les principes et une rigueur sur la méthode. Mais je ne vais pas introduire de la fantaisie dans l'écriture. Une dernière question du public.
Bonsoir Madame la Ministre. Je suis étudiante en histoire africaine et en fait, je voulais rebondir sur votre loi de 2001 qui tend à la reconnaissance des traites et des esclavages comme crimes contre l'humanité. Et en fait, j'aimerais comprendre pourquoi aujourd'hui, la journée du 10 mai, qui est censée être la journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, n'a pas autant de visibilité aujourd'hui que d'autres jours comme le 8 mai, etc. Merci. La journée du 10 mai est issue de la loi, effectivement. Elle est commémorée. Il y a eu... cette disposition de la loi a été appliquée en 2006. La loi, je l'ai déposée en fin 98, première lecture 99, aboutissement navette parlementaire 2001. La loi, suite à la loi, il y a modification des programmes scolaires, il y a la reconnaissance officielle, il y a les modifications des programmes scolaires, il y a l'ouverture des programmes de recherche, il y a la mise en place d'un comité d'histoire et de mémoire, et il y a une date nationale de commémoration. La fixation de la date a été décidée en 2006, c'est-à-dire 5 ans après l'adoption de la loi. À partir de 2006, il y a eu la première commémoration a été faite par le président Jacques Chirac. Et je dois dire que cette première commémoration était absolument admirable. Parce que le président Jacques Chirac l'a fait, je le dis aisément parce que ce n'est pas mon bord politique, il l'a fait de façon très solennelle, avec un contenu très fort, très clair, et il a vraiment fait à la bonne hauteur. Moi, j'ai été frustrée parce que je ne veux pas que cette histoire écrase qui que ce soit. Moi, je l'ai découvert dans de très mauvaises conditions. J'ai découvert toute seule en traînant dans des bibliothèques, en lisant des choses sans contrôle de personne. Je trouve que c'est extrêmement violent de découvrir ça. C'est pour ça que je me suis beaucoup battue pendant les débats parlementaires pour l'article 2 sur l'enseignement et sur la recherche. Mais cette histoire ne doit écraser personne. Donc je veux que sa dimension créative soit visible. Donc, OK pour la commémoration, OK pour la solennité, pour le recueillement, et ça se fait. Il y a eu 2 années où ça a été un peu tangent, mais ça se fait quand même plutôt de façon solennelle. J'ai été frustrée la première année parce que j'aurais aimé un grand moment populaire. C'est une histoire dont on doit s'emparer ensemble parce que de toute façon, c'est l'histoire commune de l'humanité. C'est la première mondialisation. C'est pour la première fois et durablement, 3 continents vont échanger dans une relation de grande violence, mais qui va produire une créativité phénoménale. Ce sont des langues qui sont inventées sous ce système odieux de la traite et de l'esclavage. Ce sont des cultures qui prennent forme. Ce sont des identités collectives qui se construisent. Ce sont des expressions artistiques diverses. Et c'est évidemment, par exemple, la musique. Par exemple, il n'y aurait pas de jazz, il n'y aurait pas de blues, il n'y aurait pas de jazz. C'est totalement, absolument, complètement une créativité, une création et la créativité de cette période. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on comprenne que c'était d'une extrême violence, que c'est inexcusable, que c'est irréparable. Mais qu'on sache que pendant cette période-là, celles et ceux qui étaient victimes ont eu de telles pulsions de vie qu'ils ont été capables de créer, d'inventer des langues. Les créoles, ce sont des langues qui ont été inventées pour la communication qui avait lieu dans les colonies entre le maître et l'esclave, le maître européen d'origine européenne et l'esclave d'origine africaine, mais entre les esclaves qui venaient de pays d'Afrique où se pratiquaient des langues différentes, et entre les esclaves et le maître et les Amérindiens qui étaient les habitants des Amériques. Donc il y a eu une capacité créatrice qui est absolument phénoménale pendant ces 4 siècles et demi. Et je veux qu'on voit ça. Je veux qu'on voit ce que les arts ont produit à cette période. Et même la cosmogonie, c'est-à-dire qu'ils ont construit des explications du monde et de l'univers parce qu'ils étaient tellement déchirés par cette violence des razzias en Afrique, du voyage à fond de cale dans les navires négriers, de l'arrivée de la vente dans les marchés aux esclaves dans les Caraïbes, les Amériques et l'océan Indien, et puis après de l'enfer des plantations.
tellement déchirés par cela que pour survivre, ils ont inventé des constructions du monde, des explications du monde. Ils ont produit, mais de façon incroyable. Ils ont appris à connaître leur environnement, ils ont appris à maîtriser les plantes et à connaître et à comprendre les vertus des plantes. Il y a vraiment une inventivité extraordinaire. Et moi, ce que je veux qu'on mette en lumière, c'est ça. Et donc, oui pour la commémoration, oui pour la visibilité de la commémoration, et jusque... aussi longtemps que je pourrai, je me battrai pour que ce soit respecté. Mais ne nous contentons pas de cette commémoration. Faisons en sorte que cet enrichissement extraordinaire du patrimoine de l'humanité, linguistique, religieux, artistique, littéraire, musical, physique aussi, les entrelacements. Vous savez comment Picasso disait que ses inspirations, et pas que Picasso, on prend Miro, on prend Gauguin, on prend Van Gogh, on prend, bon voilà, il y a eu des échanges qui ont fait que c'est vraiment l'histoire de l'humanité, c'est vraiment l'histoire de l'humanité. Et pour moi, c'est quand même ce qu'il y a d'important. Et ce que je demande à votre génération, c'est de faire en sorte que puisse éclore vraiment à la conscience de chacune, de chacun, la diversité du monde, la puissance créatrice de ceux qui subissent des oppressions et la nécessité pour chacun d'entre nous d'être le gardien d'abord de cette mémoire, bien entendu, mais surtout de la capacité de l'homme de se montrer invincible lorsque la violence de l'homme vise à lui arracher son humanité ou à l'écraser. Et ça, on peut le faire aussi dans les universités. C'est sur cette question que s'achève le débat. Merci beaucoup. Merci encore énormément, Madame Taubira, de vous être déplacée, de nous avoir accordé autant de temps. Le débat prend fin. Merci à tous d'être venus, si nombreux. Et merci encore à vous. Ça a été un moment très, très agréable.